a bouclé le jeudi 4 septembre 2014 la première année de son mandat de 5 ans à la tête du Mali. Une occasion pour faire un bilan, non exhaustif, mais un bilan tout de même. On se souvient, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été élu avec une large majorité des Maliens, avec des attentes à la fois fortes et urgentes, dans un pays plongé alors dans une crise politico-sécuritaire sans précédent. Après 12 mois d'exercice du pouvoir, le président a accepté ce soir de dire aux Maliens ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui est à venir. Il dira aussi sa part de vérité face au peuple par rapport à certains sujets qui ont défrayé la chronique, souvent enflé la polémique, voire même créé des divergences entre le gouvernement du Mali et certains de ses partenaires. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Bonsoir. Merci de nous avoir donc accordé Africable Télévision et puis à l'ORTM ce moment particulier de télévision qui va permettre aux Maliens de vous suivre ce soir, de vous regarder, de vous écouter et de comprendre comment les choses marchent au Mali et de comprendre aussi les défis qui seront à relever dans les prochaines années. Pour conduire cet entretien avec vous pendant 90 minutes, je suis avec mon confrère d'Africable Télévision, Sékou Tangara. Sékou, bonsoir. Bonsoir Youssouf. Et Sékou, vous pouvez nous rappeler un peu les grandes lignes de cet entretien spécial avec le chef de l'État? Tout à fait Youssouf. L'entretien s'articulera autour de 6 thèmes centraux. 6 thèmes, à savoir la réconciliation nationale, la gouvernance, le social, la diplomatie, l'économie et la défense, Youssouf Touré. Bien dit. Mais Monsieur le Président, avant de commencer donc, ce débat, on le commence d'ailleurs, c'est à l'entame, on va vous faire voir 2 minutes d'un condensé de tout ce qui a marqué les 12 mois que vous venez de passer à la tête de la République du Mali. Ces 12 mois condensés en 2 minutes, ce n'est pas tout ce qui a été fait, tellement on ne peut pas le rappeler tous, mais en 2 minutes, on va voir avec Ibrahim Traoré le condensé des grandes manifestations, des grandes activités qui ont marqué les 12 premiers mois du président Ibrahim Boubacar Keïta à la tête de la République du Mali. On le suit. Le 4 septembre 2013, le Mali tournait une page sombre de son histoire récente. Ibrahim Boubacar Keïta, élu à la tête du pays, est officiellement investi président de la République. Le 19 septembre, le monde entier s'invite à Bamako pour célébrer le lancement de son mandat. L'événement a mobilisé au stade du 26 mars plusieurs chefs d'État et d'autres hautes personnalités d'Afrique et d'ailleurs. Quelques jours seulement après son investiture, le chef de l'État engage une véritable offensive diplomatique. Ibrahim Boubacar Keïta est accueilli à New York, au siège des Nations Unies, où il a annoncé le retour du Mali sur la scène internationale et remercié au nom du peuple malien l'ensemble de la communauté internationale pour le soutien remarquable à son pays. Même exercice au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Lors du sommet de l'UA, le chef de l'État a porté toute la reconnaissance de ses compatriotes à ses pairs du continent pour leur engagement aux côtés du Mali durant la crise. Dans la foulée, le président de la République a sillonné la sous-région pour rencontrer ses homologues en vue de rétablir la confiance avec les voisins du Mali et renforcer davantage la coopération avec ces différents pays. La 5e région du Mali retiendra longtemps le séjour d'une semaine du chef de l'État dans la région. De Mopti à Sévaré, en passant par Bandiagara, Koro, Bankas et Djenné, Ibeka aura écouté et parlé directement avec les populations de leurs préoccupations, et cela dans tous les domaines. Dans la région de Kaï, l'on se souviendra également du passage du président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta y a accueilli ses homologues sénégalais et mauritaniens ainsi que le Premier ministre guinéen pour l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Felou et la pose de la première pierre de l'aménagement de Goïna. La situation sécuritaire dans le nord du pays reste la préoccupation numéro 1 du chef de l'État. Ibrahim Boubacar Keïta a reçu à Koulouba les représentants des groupes armés pour leur tendre la main tout en insistant sur le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'unité nationale, ainsi que de la forme républicaine et laïque de l'État du Mali. Le président Ibeka a abordé la même question avec l'ensemble de la classe politique. En plus de ce problème, le chef de l'État est fortement engagé à améliorer les conditions de vie et de travail des Maliens. Tout récemment, il en a donné l'assurance aux responsables des différentes centrales syndicales du pays.
Dans le but de relever ces défis communs, sur demande du président de la République, des prières se multiplient dans les mosquées et églises sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le Président, quel est votre état d'esprit au moment où vous passez le cap de cette première année de votre mandat? Est-ce que c'est facile de diriger le Mali? Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais d'abord rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de voir ce jour. Un an déjà. C'est vite arrivé. En ce jour, un profond sentiment mêlé de reconnaissance totale et absolue à l'endroit de tout notre peuple. Et d'Allah subhanahu wa ta'ala évidemment, mais aussi et surtout d'humilité. D'humilité. Quand les hommes vous choisissent pour présider à leur destinée terrestre, cela est un engagement très très lourd. Et seule la confiance des hommes sous l'égide bienveillante d'Allah peut permettre à un homme d'assumer une telle mission avec l'humilité convenable. Et chaque jour, se rappeler ce que le général victorieux, revenant à Rome, était obligé d'écouter pendant tout le temps que duraient les tours de char, le triomphe, pendant lesquels tours il avait sur le marchepied de son char quelqu'un, un légionnaire, dont la mission était de lui dire: au moment où Rome te fait son Dieu terrestre, souviens-toi que tu n'es qu'un homme. Souviens-toi que tu n'es qu'un homme. Je suis qu'un homme avec la charge la plus lourde de la République, en des temps pas faciles. Souvenons-nous, au moment où nous avons été élus à cette haute charge, quel était l'état du pays? Nous sortions à peine d'une crise profonde qui venait de durer 2 ans. Une transition s'est achevée. C'est le lieu encore de rendre hommage à ceux qui l'ont conduite, notamment à mon estimé aîné, le professeur Djumunda Traoré. Et il fallait immédiatement faire en sorte que ce peuple se retrouve en confiance, assuré de son nouveau destin, et avec un accompagnement fabuleux. Car pour la première fois dans l'histoire mondiale contemporaine, jamais auparavant l'ensemble international ne s'était trouvé réuni, unanime, au chevet d'un pays. Donc un accompagnement fabuleux qui a été illustré par l'investiture du 19 septembre, à laquelle beaucoup de chefs d'État, de souverains, un souverain et beaucoup de chefs d'État et de gouvernement nous ont fait l'insigne honneur de participer. Aujourd'hui, 1 an après, le temps nous semble avoir été contracté, tant il y avait à faire. Et nous avons, avec une grande conscience aiguë des défis, dès l'abord, commencé ce mandat par ce qui était la plus grande des préoccupations des Maliens, la sécurité et surtout la lancinante
question du Nord. Monsieur le Président, c'est sur ça, et ça notre premier thème, le premier thème de cet entretien qui va vous permettre de dire aux Maliens, effectivement, face aux nombreux défis qui étaient face au pays quand vous venez à la présidence de la République, qu'est-ce que vous avez pu faire? Notre premier thème, c'est justement la question du Nord et la réconciliation nationale. La première question que vous posez, c'est que aujourd'hui, des pourparlers continuent à Alger, des pourparlers qui ont encore commencé le premier, sur la deuxième phase des pourparlers inclusifs intermaliens. Quel est l'espoir aujourd'hui que vous nourrissez dans ces pourparlers? D'abord, toujours le rappel, nous nous sommes tout de suite mis en devoir de faire montre d'organisation et de méthode. Organisation et méthode, car nous savions très bien que l'accord préliminaire de Ouagadougou, auquel accord nous devions notre élection, nous faisait obligation, dès l'abord, d'envisager cette question du Nord par des pourparlers, par un dialogue inclusif, toutes choses dans la mise en œuvre desquelles la communauté internationale était prête à nous accompagner et devait nous accompagner. Il y a eu tellement de blessures, il y a eu tellement de déchirures du tissu social national qu'il fallait faire preuve effectivement d'organisation et de méthode. Comment faire en sorte que des parents qui ne s'étaient pas vus pour beaucoup d'entre nous depuis quelques deux années au moins, puissent se retrouver, reprendre un minimum de confiance, s'envisager autrement que comme des opposés, irréductibles. Ça a été l'objet des assises du Nord Mali. C'est dire que nous avions une conscience aiguë des priorités à observer. Ces assises ont été organisées et vous savez que ce genre d'événement est chronophage, ça prend du temps. Il a fallu le faire, nous l'avons fait avec méthode, avec patience et fort heureusement elles ont été courues. Nos parents sont venus de partout. Nous-mêmes ici, en cette colline de Koulouba, nous avons reçu beaucoup de responsables des mouvements et groupes armés du Nord Mali. Et également des notables qui tous étaient heureux de se retrouver autour de nous. Nous avons poursuivi en nous disant que nous retrouver, oui, les pourparlers, mais sur quel devenir du Mali, quel avenir envisager ensemble, quel nouveau commun désir de vivre ensemble. Nous avons fait des projections. Il est apparu que l'organisation spatiale elle-même devenait un sujet à débat. C'est pour cela. Et également, le mode de gouvernance du pays. Toutes choses qui nous ont convaincus donc, là, de la nécessité d'un débat autour d'un concept que, dès l'abord, dès les années 94, 92, 93, 94, lorsque nous fûmes appelés aux affaires par le président Konaré, sous son égide, nous avons mis en œuvre la décentralisation. Exercice rigoureux, difficile, qui a été conduit par Ousmane Sy et son équipe. Ces assises également ont été absolument un succès d'assistance. Nos parents sont venus, là aussi, les échanges ont été fructueux, et tout cela dans le même temps où nous devions organiser des élections législatives dont nous ne souhaitions pas qu'elles fussent reportées ad vitam aeternam. Ce sont les tâches les plus prégnantes qui ont occupé nos premiers mois d'exercice de ces responsabilités-là, où nous sommes aujourd'hui.
D'accord, Monsieur le Président. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux, dans la foulée de ces assises sur le Nord dont vous venez de parler, de recourir après aux accords de Ouagadougou, qui souhaitaient le début des pourparlers 60 jours après la mise en place d'un gouvernement? Et comme ça, le Mali aurait commencé en novembre 2013, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en septembre 2014. Ça aurait fait gagner beaucoup de temps. Vous savez, ces choses ne sont jamais mécaniques. Bien sûr, c'était une stipulation de l'accord de Ouagadougou, l'accord préliminaire, mais un accord est mis en œuvre par des hommes. Les hommes ne sont pas des robots qu'on réunit mécaniquement. Tout ce qui a été fait n'avait qu'un but, faire en sorte de créer un climat favorable à ce qui est recherché. Par l'accord préliminaire, comme dans ce que nous faisons aujourd'hui, la possibilité d'atteinte d'un accord global définitif sur cette question du nord du Mali, que les frères du Mali se retrouvent autour d'un accord partagé pour leur devenir commun. Cela nous a pris les assises nationales, la décentralisation, et au point d'ailleurs, vous savez, que nous avons pensé un moment, même les législatives, les reporter, pour qu'elles soient ouvertes à tous nos frères du Nord. C'est-à-dire donc dans les régions, une fois ces deux étapes terminées, de nous retrouver en pourparlers. Dans l'application de l'accord préliminaire de Ouagadougou, il n'y avait pas seulement l'ouverture des pourparlers entre nous et les groupes armés dans un délai de 60 jours, il y avait également aussi le cantonnement. Il y avait le cantonnement. Il y avait le désarmement. Il y avait donc là des choses quand même assez importantes qui étaient également des mesures d'accompagnement nécessaires pour la mise en œuvre effective et totale de l'ensemble de l'accord préliminaire de Ouagadougou. Ces choses-là n'ont pas été suivies. Après, c'est pour parler d'Alger. Vous espérez un accord et quel est le motif de votre espoir? Mon espoir est très simple. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, d'abord, permettez que je félicite nos parents du Nord, singulièrement les groupes armés et les mouvements. Et je le fais sans démagogie comme toujours. Il aura fallu du courage politique pour décider que ce n'est pas par la voie des armes que l'on peut se retrouver frères et réconciliés dans ce pays que Dieu nous a donné en partage. Et dès lors, d'aller vers le dialogue incontournable, vers les pourparlers inclusifs. Je les salue à cet égard-là, je leur intégré. Je pense que nous n'avons aujourd'hui dans ce pays pas d'autre choix, ni les uns ni les autres, que de faire en sorte que par le dialogue, nous arrivions à nous entendre pour ensemble dessiner le nouvel avenir de notre pays et savoir comment organiser dorénavant nos relations internes. Est-ce que les autres l'entendent comme ça, Monsieur le Président? Parce que depuis les événements du 21 mai, semble-t-il, ils sont en position de force sur le terrain. Est-ce que cela n'est pas en défaveur d'un accord sur lequel pèserait le gouvernement? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces termes d'être en position de force. Le gouvernement du Mali est en position de force. C'est un gouvernement légal, légitime, issu d'élections incontestables, incontestées, qui gère un pays de 14 millions d'habitants, qui a 1 240 et quelques mille kilomètres carrés. Ce n'est pas un groupe. Ce n'est même pas l'ensemble de groupes. C'est un pays souverain, membre des Nations Unies. Que, à tel ou tel niveau, et par suite d'ailleurs, il faut le dire et ne jamais l'oublier, d'une violation singulière et flagrante de l'accord de Ouagadougou. Nous avons connu ce que nous avons connu le 17 et s'en est suivi le 21, ce que nous avons déploré et regretté. Cela ne va pas investir automatiquement telle ou telle de puissance nouvelle par rapport à l'État malien. Nous savons raison garder. Il ne s'agit donc pas de position de force par rapport au gouvernement du Mali. C'est un gouvernement absolument conscient de ses responsabilités, au-dedans comme au dehors, et soucieux de faire la part des choses et de faire en sorte que chacun, en le lieu où il se trouve,
se sentent désormais à l'aise dans ce pays, dont nous avons, je dis encore, le partage commun. Et cela, aujourd'hui, me semble avoir fait énormément de progrès. Je suis convaincu de cela, que d'un côté comme de l'autre, et ici j'en jouis d'ailleurs par les propos tenus à l'entame, à l'ouverture de la seconde phase d'Alger, je pense que cette conviction-là que j'ai, que nous sommes sur la bonne voie, est partagée, que chacun aujourd'hui sait qu'il n'y a pas d'alternative à ce chemin-là. Avant même l'issue de ces pourparlers, est-ce qu'il n'y a pas déjà une autonomie de fait à Kidal? Parce que ni l'armée ni l'administration malienne ne sont présentes dans la ville. Est-ce possible un jour de revenir à l'ordre ancien, que l'armée, l'administration malienne soient présentes à Kidal? Il n'a jamais été question pour nous de conquérir militairement Kidal. On ne fait pas la guerre à son frère. Il y a des questions qui relèvent plutôt de l'ordre public. L'ordre public. Il y a eu des dérapages qui ont conduit à la situation que nous vivons aujourd'hui, qui ont été actés par l'ensemble de la communauté internationale. Nous nous plions à ce qui nous a été enjoint. Nous n'avons pas à aller à Kidal, prendre Kidal par la force. Nous pensons qu'une adhésion nationale ne vaut que vécu du dedans, partagé de manière rationnelle, de manière intelligente, de manière fraternelle et sensible, sur la base de ce qui nous a toujours liés. C'est liante historique qui a été peut-être secouée par des crises périodiques, doit revenir au goût du jour et nous remettre en devoir de nous retrouver. Aujourd'hui, il y a une situation de fête à Kidal que je déplore, que nous constatons également aussi, mais qui ne fait pas de Kidal une région autonome pour autant. Sûrement pas. Sinon, il n'y aurait pas lieu que nous allions en Alger. Je crois que nous devons tous faire en sorte, même par le langage, que les retrouvailles intermaliennes puissent se faire de la manière la plus sensible possible, la plus susceptible de recréer la confiance entre nous. Il ne s'agit pas d'aller conquérir un territoire étranger, c'est nous-mêmes. Il s'agit simplement de rétablir le fil avec nos frères, de recréer la confiance entre nous. Confiance qui, il faut avoir l'humilité de reconnaître, a été malmenée, d'un côté comme de l'autre, par des comportements pas toujours très heureux, d'un côté comme de l'autre. Et c'est pour tout cela que l'effort de réconciliation va être de longue durée, pas facile, assez long. Mais déjà, que nous convenions d'un modus vivendi nouveau pour nous retrouver sera très heureux pour le Mali. Nous n'avons pas le choix d'ailleurs. Et là, vous avez envoyé une délégation très forte, importante, qui comprend tout ce qui peut faire de ces pourparlers un succès, et vous les suivez depuis ici, au siège du pouvoir à Koulouba. Est-ce qu'il y a une ligne rouge que vous avez tracée pour vos négociateurs qui ne doivent pas dépasser, mais qu'est-ce qui est négociable? Je crois qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de ligne rouge. Dès lors qu'une feuille de route a été convenue d'accord parti, on suit la feuille de route. Et je ne pense pas une seconde qu'aucun des participants à la rencontre d'Alger va imaginer de remettre en cause cette feuille de route et cette circulation. Toutes les grandes lignes ont été tracées, le canevas est tracé. Il s'agit maintenant qu'on mette un contenu dans chaque casier. Et c'est cela qui est en œuvre aujourd'hui à Alger. Et je dis encore une fois que les discours d'ouverture, en tout cas, inclinent à l'optimisme. Toutes les autres fois, il s'était agi de rencontres entre Maliens, sous égide d'un pays ami étranger. Cette fois-ci, la communauté internationale est là, est bien là. Et même des organisations hors du champ, l'OCI est là, l'Union européenne est là, l'Union africaine est là, la CEDEAO est là. Je crois que ce n'est pas rien. Cette fois-ci, il s'agira d'accords sous égide internationale, avec cette garantie internationale, et je crois que c'est un élément qui peut fonder une confiance nouvelle. Donc les conditions qui entourent cette fois-ci Alger 2 ne sont pas celles qui étaient ambiantes. L'effort qu'on rappelle, c'est un élément nouveau qui incline là aussi à l'optimisme. Donc un espoir, un accord comme on n'a jamais signé qui va sortir définitivement le nord de cette crise cyclique. Escalité, la situation, l'environnement ne sont pas les mêmes. Et je pense donc que cela est une garantie pour chacune des parties
d'observance. Encore que je souhaiterais vraiment que ce qui se passe actuellement dans le Nord n'ait rien à voir avec les parents avec lesquels nous discutons aujourd'hui en Alger. Parce que depuis le cessez-le-feu, nous avons scrupuleusement observé ce cessez-le-feu. Nous l'avons fait. Mais à l'abri de ce cessez-le-feu, il y a eu des tentatives d'expansion territoriale que nous avons notées. Et chaque fois, nous avons noté avec rigueur et signalé à qui de droit pour que acte en soit pris. Nous avons donc le témoignage clair et net de la communauté internationale que le Mali, en ce qui le concerne en tout cas, depuis l'accord de cessez-le-feu obtenu grâce à la médiation du président Abdelaziz de Mauritanie, le Mali a observé ce cessez-le-feu en tous ses éléments. Et même lorsqu'on a essayé de nous perturber avec une histoire de milice qui serait dirigée par le général Gamou, j'ai battu ça en brèche. Il n'en a jamais été question. C'était un officier de l'armée malienne, c'est supérieur. Il n'a pas de milice. Mais je vous l'ai dit, c'est un officier général de l'armée du Mali. J'en profite de votre plateau pour régler cette question-là, j'espère définitivement. Mais de quoi s'est-il agi? Des communautés ont été entreprises pour être subverties. Et là, malheureusement, nos frères avaient lancé un ultimatum pour demander aux communautés de se ranger toutes derrière leur bannière. Les communautés n'en donnaient pas ainsi. Et certaines s'en sont offusquées et ont décidé de se défendre par rapport à ce qu'elles avaient considéré comme des agressions. Et là, je pense que c'est une question d'autodéfense quelque part. Une logique. Je crois. Mais tout de même, M. le Président, est-ce que ce n'est pas quand même une menace pour la paix qui n'est déjà venue, c'est-à-dire une zone fragile, la multiplication de ces forces justement qui se font appeler forces. On a le MMA, après on a maintenant la force du JTIA, après il y a et elles se multiplient. Est-ce que ce n'est pas quand même une menace malgré tout, même si le gouvernement n'est pas derrière, les officiers généraux ne sont pas derrière? Je pense que tout cela sera envisagé en profondeur en Alger et que, encore une fois, ce qu'on va obtenir in fine sera une garantie contre toutes ces dérives-là, qui sont dues précisément aujourd'hui au manque de confiance entre les parties. Chacune des parties veut s'assurer une position donnée. Et dès l'instant où la confiance sera recréée, je crois que tous ces phénomènes parallèles seront neutralisés. Évidemment, il est clair que certains ne seront jamais de la partie. Ceux qui ont des projets terroristes avérés et qui sont même un danger pour les groupes eux-mêmes, parce que nous ne faisons pas d'illusions. Le monde entier aujourd'hui est témoin d'une chose ahurissante. On voit ce qui se passe à Proche-Orient et du côté de l'Irak. Je pense que c'est assez fort pour que les uns et les autres se dessillent, ouvrent les yeux et comprennent que la menace ne concerne pas seulement que le seul Mali, le seul Nord Mali, que cette menace-là aujourd'hui est mondiale, qu'il y a un projet de création d'un système nouveau à vocation impériale terroriste. Cette menace-là concerne l'ensemble international, l'ensemble mondial, et jusqu'ici y compris les groupes, pour ceux qu'ils ont de national encore et de saint, qui devraient comprendre qu'ils ne sont que l'arbre qui peut cacher la forêt, et que dès l'instant où certaines velléités pourraient, je n'espère jamais d'ailleurs, se réaliser, ils seraient vite balayés au profit de celui qui est réellement derrière, dont l'avènement n'est bon pour personne. Pour personne. Aujourd'hui, je pense donc que nous sommes conscients globalement des défis, les uns et les autres.
et qui a la volonté réelle d'avancer ensemble. Justement, Monsieur le Président, la réintégration dans l'armée ferait partie des doléances des mouvements armés. On sait que certains d'entre eux ont revendiqué les inhumanités à Aguelok. Est-ce que ce ne serait pas un manquement à la mémoire des soldats maliens tombés, par exemple, à Aguelok, que de réintégrer ceux qui ont même revendiqué à la face du monde leur assassinat? Comment est-ce que vous entrevoyez la question, Monsieur le Président? Monsieur Tangara, vous savez, il n'est jamais facile de faire la paix. Aguelok nous est à tous un poignard dans le cœur. Certains pourraient te dire qu'il y a, du côté des groupes armés, des situations également qui pourraient être évoquées. N'allons pas dans ce décompte-là. Essayons aujourd'hui d'être positifs. Il n'est pas question, il ne sera jamais question d'oublier les martyrs d'Aguelok. Jamais. Pour autant, il faut avancer. La vie continue. Quoi faire aujourd'hui? Nous asseoir sur le tombe et pleurer? Et ne faire que cela? Ou précisément pour l'honneur de ceux-là qui sont morts, qui sont sacrifiés pour la patrie, lutter et faire en sorte que le Mali se retrouve? Qu'au-delà de la peine et de la douleur, les frères du Mali se retrouvent. Il n'est pas facile que le bourreau et la victime puissent se retrouver la main. L'histoire contemporaine nous donne des exemples fabuleux. Et on a vu des chefs d'État qui furent en guerre pendant des décennies donner l'image symbolique de se donner la main dans un cimetière. Je pense que nous ferons tout ce que nous devrons faire pour que ce pays se retrouve, Inch'Allah. Ce ne sera pas au détriment de la justice. Ce ne sera pas au détriment de la mémoire. Non. Non. Ce ne sera pas sur le socle de l'impunité. J'entends beaucoup de choses. J'entends beaucoup de choses. Mais vous avez affaire à un gouvernement responsable, à un chef d'État responsable, qui est historien, contemporanéiste, qui a donc une connaissance intime des horreurs de ce que le monde a vécu il y a juste 70 ans. Mon âge. La paix a été signée en 1945, mon année de naissance. Je sais toutes les horreurs que le monde a vécues, que le monde a dépassées. Ces pays-là qui se firent la guerre pendant 2 siècles, entre lesquels il y avait une haine racinienne. Aujourd'hui, main dans la main, sont préoccupés de tâches de développement au profit de leur peuple. Il y aura quand même justice, même s'il y a accord. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui... Et de deux côtés. Et de deux côtés. Et de deux côtés. Il y a eu des victimes de deux côtés. Bien sûr. Il y a eu des victimes de deux côtés. Il y aura justice. Nous avons, pourquoi elle n'est pas encore au jour, la commission vérité, justice et réconciliation. Chacun des concepts a son sens et son importance. La vérité par rapport au factuel, la justice et la réconciliation. L'Afrique du Sud nous a appris que toute réconciliation qui ne serait pas bâtie sur le socle de la vérité est vaine, est vide de sens. Monsieur le Président, est-ce qu'il n'y a pas pléthore à ce niveau-là? Il y a la Commission, il y a le ministère de la Réconciliation nationale, il y a un haut représentant. Est-ce que l'une ou l'autre structure ne marche pas sur les plates-bandes de l'autre? Il n'y a aucune confusion. Aucune confusion. Aucune confusion. Le ministère de la Réconciliation nationale est un ministère, hein, donc c'est le gouvernemental, dont la mission aujourd'hui est de faire en sorte que dans le temps que nous vivons, des tâches de remise en ordre pour que nos parents reprennent un peu confiance, éparpillés partout, puissent se retrouver et que nous fassions en sorte également aussi de recréer des conditions de vie commune nouvelles entre eux dans les sites d'où ils sont souvent partis ou dont ils ont été quelquefois déplacés. Cela est une tâche gouvernementale régalienne, normale. Mon représentant, c'est l'interface entre moi et toutes les parties.
toutes les parties. Il a vocation à m'informer, à prendre conseil de moi. En retour, actuellement il est en Alger. Il suit, il conseille. Et je suis en contact étroit, quotidien avec lui. Aussi bien d'ailleurs qu'avec le chef de la mission malienne là-bas, le ministre Diop. Mais la vocation du haut représentant, en tant que mon représentant, est très claire et très nette. Vous l'avez vu à l'œuvre d'ailleurs. Retour d'Alger 1. Sans compter, il s'est dépensé. Il a vu les uns et les autres. Il a expliqué. Il a explicité. Telle est sa mission. Au-dedans comme au dehors. La commission Vérité, Justice et Réconciliation, je l'ai dit, a une mission de plus longue haleine, de plus long moment. Elle va aller en profondeur. Et c'est pour cela qu'il nous faut absolument réussir le casting par rapport à cette mission-là. Et elle devra piocher, fouiller. Telle n'est pas la mission actuelle du ministre de la Réconciliation. Pas sa mission. C'est très clair. Ça va combien dans notre tête. Hein? La commission Vérité, Justice et Réconciliation sera une commission qui ne sera pas de tout repos. Ce ne sera pas une sinécure où des sénateurs vont venir s'asseoir avec leur toge, délibérer à longueur de journée. Non. C'est là de faire du travail concret, d'investigation, de recherche, d'accumulation, de recueil, et au fin que les choses puissent être débattues entre les protagonistes eux-mêmes. Ce n'est pas une mission de justice seulement. Ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas un tribunal. Les faits seront recensés, les faits seront recueillis. Les protagonistes concernés, on ne demandait pas le fait de la coupe de beurre. Cela a été fait déjà avec succès ailleurs, notamment en Afrique du Sud, qu'il a inauguré. Et je pense également que dans le pays voisin ami, la Côte d'Ivoire, sous la conduite de mon frère Konambani, cette commission est également à l'œuvre là-bas. Donc, seulement les populations, Monsieur le Président, elles sont pressées, elles veulent et elles comptent beaucoup sur vous parce que votre surnom d'ailleurs le dit bien, quand elle est tigui, ça veut dire que vous n'avez qu'une seule parole. Toujours. Et vous n'aimez pas l'impunité, ni la non-justice. Et aujourd'hui, ce qui inquiète les populations, c'est d'aller loin dans votre mandat sans voir justement tous ces cas de justice la régler quand vous êtes là encore au pouvoir. Ça leur paraît lent. Youssouf, je crois que le temps un peu au temps. Beaucoup de choses ont été enclenchées. J'entends beaucoup de choses. Je crois que vos chapitres différents nous donnent l'occasion d'aller en profondeur sur tous les sujets. Il n'y a pas d'impunité. Et il n'y aura pas d'impunité. Nous avons aujourd'hui des missions à l'œuvre pour le recueil de renseignements, pour les enquêtes approfondies, au fin que justice soit faite par rapport à tel ou tel cas de violation des droits des uns ou des autres. Et je dis que c'est une commission, c'est une mission qui n'est pas une mission dirigée vers un seul secteur. C'est une mission nationale, donc qui concerne l'ensemble national en ses différents aspects. Qui côté gouvernemental a fait cela, qui côté des mouvements a pu faire cela, c'est clair. Donc c'est d'égal partage. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut bâcler. Il n'y a pas d'effet d'annonce. Je vois que le chef de l'État, c'est pas ça. Et ce n'est pas non plus Nyaka. Dans le Nyaka, là, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'étapes. Et ce n'est jamais simple. Si l'on veut faire les choses avec responsabilité. Donc, se mettre tout de suite à sortir des têtes pour faire à croire que l'on fait une élection, non. Mais les choses sont en cours, les choses sont faites. Quelquefois, au détour d'un incident, tel événement apparaît. On dit, ah bon, il avait été arrêté. Il a essayé de fuir. On découvre cela. Il n'y a pas d'impunité. Monsieur le Président, certains Maliens pensent que le style Ibeka, fermeté et rigueur, n'a pas bien fonctionné dans la gestion de la crise du Nord. Pour eux, vous êtes ramolli, vous êtes devenu plus conciliable. Est-ce vrai? Quelle est votre lecture, Monsieur le Président? On voyait
on attendait Ibeka Zoro. Vous savez, je crois que... On dit que ce n'est plus l'homme de poigne. Ibeka était chef de gouvernement en un temps de crise. La tâche d'un chef de gouvernement n'est pas facile, hein. C'est le bouclier. Et je suis chef de l'État aujourd'hui, dans une situation de crise. Et une crise qui n'est pas uniquement nationale, qui concerne toute une région, toute une sous-région. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut intégrer, avec lesquels il faut compter. Il y a là un travail diplomatique incontournable. Il y a souvent à prendre sur soi, très souvent à prendre sur soi, à se brider par rapport à la mission qui importe. Ce n'est pas une question de style ou une question de conformité à l'image. Ce sont des décisions très très graves que l'on est amené à partager, à concerter. On peut donc penser à ce moment-là qu'il y a lenteur. On peut penser qu'il y a une volonté émoussée. Non. Je suis toujours le même. Le même. Parce que tout le monde attend, vous avez décrété l'année 2014 par exemple, l'année de la lutte contre la corruption. On attend toujours de voir les vrais résultats que cela a produit, notamment avec des procès que la population saura et peut-être, entre guillemets, des personnes qui vont payer. On n'a pas encore vu. Le temps de la justice est le temps de la justice. Moi, j'ai une règle absolue. Dès l'instant où j'ai déféré un cas à la justice, je n'interviens jamais dans le cours de la justice. Je n'appelle jamais le procureur général, il peut en témoigner, ni quelque procureur que ce soit. Mais, Monsieur le Président, en tant que premier magistrat, souvent vous pouvez accélérer le processus. Si par exemple, lorsque le porte-parole du gouvernement, à un moment, a annoncé d'éventuelles poursuites contre, respectivement, l'ancien président Amadou Toumani Touré pour haute trahison et le journal Le Monde pour diffamation, aujourd'hui on a l'impression que c'est arrêté. Les Maliens veulent savoir où est-ce qu'on est. Ouais. Ne comptez pas sur moi pour aller dans ce sens-là. Vous êtes le premier magistrat, monsieur. Oui, et j'assume. Je préside le Conseil de la magistrature. Et je suis dans mes fonctions pleinement et totalement. Personne n'a su ma place. Mais je ne parle pas d'une affaire pendante. C'est une règle absolue. Absolue. Et je n'en démontrerai pas, je m'en tiens à cela. J'ai, pour la part qui me concerne dans ce que vous venez de dire, des conseils et qui font leur boulot. Je m'en tiens à ça. Maintenant, je voudrais dire qu'il n'y a pas de mise en sommeil. Hein. Je pense que jamais ils n'ont été aussi envahis par les dossiers. Les magistrats. Absolument. Tout ce que nous avons trouvé pendant ici, tout ce qui a été englangé sous nous et qui demandait à être transféré et déféré, l'a été. Tout. À partir de ce moment-là, il appartient à la machine, à l'appareil judiciaire, de faire son travail. Mais vous veillez à ce que la séparation de pouvoir ne vous porte pas tort aussi, parce qu'il ne faut pas qu'ils les mettent de côté et que vous, politiquement, vous affaiblissez. Je ne vous ferai pas de confidence sur mes entretiens avec tel ou tel, qui est mon niveau de responsabilité, et le chef du gouvernement est présent ici sur cette plateau d'ailleurs, il le sait, et il a la vocation à transmettre à qui de droit ce que je pense à ce niveau-là. Et je crois qu'il y a beaucoup d'impatience, mais laissons le temps à la justice. Ça aussi, le droit, rien que le droit. Pas d'acharnement, pas d'impatience. Pas parce qu'on veut que tel vienne immédiatement à la barre pour l'écouter et à la manière des faits divers intéressants et retentissants. Non, le temps de la justice est le temps de la sérénité. Mais Monsieur le Président, pour le Malien lambda, ce n'est pas la justice qui a décrété 2014 année de la lutte contre la corruption. C'est le président Ibeka et on est à 3 mois de l'échéance. On est dans cette lutte-là. Vous savez, il faut des symboles forts dans un pays. Et ça, vous êtes mieux placé que quiconque pour le savoir. C'est malicieux ce que vous faites là. Quand on décrète une année avec tel thème, c'est pour que dans le courant de cette année-là, l'accent soit davantage mis sur cet aspect-là qu'en d'autres temps et d'autres lieux. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas en 2014
que tous les problèmes de corruption du Mali vont se trouver résolvés et résolus. Sûrement pas. C'est symbolique. Je crois que vous l'aviez compris. Avec quelques cas emblématiques qui pourront donner de la teneur. Et tout à fait. Et tout à fait. Ça veut dire que les cas avérés de corruption qui peuvent être leçons n'ont jamais été mis sous le boisseau. Là encore, je dis une fois, les services de contrôle et les services de vigilance, souvent et avec célérité, avec compétence, avec pertinence, ont fait leur travail. Ce travail-là suit son chemin. Et vous allez souffrir que les procédures en ce domaine-là soient scrupuleusement suivies. On nous fait tellement de reproches déjà d'être hors procédure et d'être hors les rails que là, au moins, faisons attention d'être dans les rails. Il s'agit uniquement de cela. Il ne s'agit pas d'endormir les gens par des slogans creux. Ce n'est pas un slogan creux. Sans qu'il vous désarme aussi par juste la procédure qu'il faut suivre qui ne terminera jamais. Nous sommes vigilants par rapport à cela. Je pense qu'il ne s'agit pas de cela. Ce sont des cas extrêmement délicats. Il y a un engorgement également aussi des tribunaux. Il y a un problème de personnel. Je pense que c'est tout cela qui peut justifier aujourd'hui que ce que vous souhaitez n'est pas encore effectivement démarré, qu'il n'y ait pas eu encore à l'affiche tel procès annoncé, mais il n'y a aucune volonté de surseoir, de différer ou d'être dans le dilatoire. Sûrement pas. D'accord. Monsieur le Président, on est dans les questions de gouvernance et d'institutions. Certains Maliens pensent que jamais dans l'histoire du Mali, la famille, votre famille n'a été aussi présente dans les instances de prise de décision. Certains sont même allés à transformer votre slogan de campagne, le Mali d'abord, en la famille d'abord. Est-ce que vous êtes au courant? Qu'est-ce que ça vous fait, Monsieur le Président? Ça ne me gêne pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui est vérité peut vous atteindre et vous blesser. Quand on me sait le combat de ma vie, la démocratie, l'homme qu'il faut, la place qu'il faut, je ne peux que m'insurger avec force et indignation contre une telle délégation par rapport à une famille qui, tout mon temps durant, toute ma vie durant, a essayé de cultiver la discrétion et au point de raser même les murs. Mais trop, c'est trop. Quand on parle de famille, de quoi s'agit-il? De mon fils Karim, qui a été candidat à une députation. Depuis quand il est dit dans une république que si vous êtes chef de l'État, votre parent, dit-il être votre fils, ne peut pas être candidat à une élection? Je ne le sache pas. Si cela était, j'aurais contrevenu et je serais en peine par rapport à cela. Et au reste également, chacun, le Malien de la rue sait que je n'étais pas d'accord avec sa décision, mais c'est un homme adulte, père de famille, militant politique. Et dès l'instant où sa base, et elle l'a confirmé, estime qu'il doit concourir pour cela, il l'a fait. Et je ne pense pas qu'il ait gagné parce que son père, parce que le chef d'État a imposé que 60% des gens de la commune 2 votent pour lui. Sachons ramener les choses à leur niveau. On a essayé des comparaisons faciles. Il s'en est défendu d'ailleurs. Alors, une chose me vient à l'esprit. Le procès de Louis XV. Louis XV. Capet, Saint-Just a dit, Capet est criminel d'être né prince. Et je vais vous dire, pour tout le reste, Fadez et compagnie, l'Assemblée nationale dit voilà, il a fait ça parce que le beau-père de son fils va aller là-bas, et en cas de quoi? En cas de mort d'Ibeka, donc celui-là va prendre le relais. Je suis machiavélique au point de penser à ma propre mort déjà, ou à mon propre effacement politique. Quand même, je pense que soyons un peu plus raisonnables. Dans ce pays, de gens sages, Ampateba a été de ce pays-là, ce peuple-là. Allons vers la raison. Allons vers ce qui est honnête, ce qui est juste, ce qui est vérifiable, ce qui est avéré. Donc ce sont des constats physiques
Ce sont des constats physiques qui ne veulent pas dire que c'est vous qui les poussez à être à ces places-là. Mais je comprends que, vous savez, Senghor avait dit une chose à laquelle je vais bien finir par me résoudre. Il n'est rien que la politique politicienne ne travestisse. Il n'est rien qu'elle ne puisse travestir. Vous pouvez être l'homme le plus honnête, le plus intègre de la terre. Selon celui qui parle, vous serez considéré comme le pire des brigands. Seul à ce niveau-là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vérité des hommes. Monsieur le Président, on a parlé de procès tout de suite. Vous n'avez pas évoqué de Louis XV, le procès de Louis XV, comme on parle de procès. Le procès du général Ayassane Ogo et autres. Jusqu'à présent, on l'attend. Ça fait partie de ce que vous avez dit. Toutes les situations pendantes, je n'en parle pas parce que le peuple ne comprend pas. Ils disent, vous avez dit, ils ne feront plus peur. Kati ne fera plus peur à Bamako, ça s'est avéré, ils ont été mis sous les verrous, mais on attend que l'affaire soit totalement dégonflée, qu'on sache qu'est-ce qu'il en est arrivé. Youssouf, vous êtes très habile. Dès l'instant où le champ politique n'est pas concerné, c'est le champ juridique. Aujourd'hui, ceux-là dont vous avez parlé sont sous le coup d'accusations gravissimes de crimes, d'assassinat. La justice est en train d'en connaître. Nul obstacle ne sera mis sur le chemin de la justice. Aucune malice. Je mets au défi quiconque. Je sais, on a dit des choses. Il y aurait un serment sur le Coran entre tel et moi, mais jamais de la vie. Et pour quel motif? Ibeka était en perdition au point d'aller se réfugier auprès de tel ou tel parce qu'il porte l'uniforme pour demander sa protection aux son concours. Le contraire est possible. Un homme d'État reconnu, responsable, estimé, peut séduire, peut attirer. Mais je ne vois pas un homme, en tout cas moi, Ibrahim Boubacar Keïta, allant me réfugier sous l'uniforme de tel ou tel, au point de vouloir signer. Cet argument d'ailleurs, aujourd'hui, les faits ont largement parlé, amené nom, lieu et place. Ce qui devait être fait l'a été quand l'état de droit a été défié. Je ne reviens pas sur ça. C'est dérisoire. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser mourir de leur belle mort. Mais quand on insinue des choses ignominieuses, on n'a pas le choix que de dire. Aucune entrave n'est mise et ne sera mise pour que ces affaires se poursuivent selon le droit et selon le vouloir de la seule justice et des magistrats. Aucune entrave. Là, vous nous rassurez, parce que le procès ira jusqu'au bout. Ah, vous avez besoin d'être rassuré. C'est que vraiment... rassuré, je parle à la place de ceux qui parlent. La rumeur est dangereuse, donc elle a eu raison de vous alors. Ah oui, parce que souvent la vérité qui est pied dans la rumeur. Donc vous nous rassurez là, mais je dis, est-ce que vous avez fait un travail parallèle aussi, parallèlement à cette affaire-là, pour faire en sorte que ce qu'on a appelé hier les frères ennemis, les bérets rouges, les bérets verts, que vous arrivez à les mettre ensemble pour la cohésion de notre armée? Aujourd'hui, il n'y a qu'une armée malienne. Et le chef d'état-major général des forces armées maliennes est Bérets Rouges, le colonel Touré, d'origine. Mais aujourd'hui, je le dis, par les efforts conjugués, et ça depuis la transition, depuis les efforts de mon aîné Djongunda, et jusqu'à nous, nous faisons en sorte que les frères d'armes se retrouvent et comprennent qu'il n'y a qu'une armée malienne, qu'il ne saurait y avoir qu'une seule armée malienne, à la reconstruction de laquelle tous les efforts doivent converger. Et rien d'autre n'a d'importance ni de valeur pour nous. On va passer à l'autre question qui est quand même une question cruciale, Monsieur le Président. Après la question du Nord, la question sociale, le quotidien des Maliens font partie des thèmes majeurs qui ont valu d'ailleurs votre élection brillante à la magistrature suprême. Les Maliens, quand bien même le pays traversait une crise majeure, attendez que vous améliorez leur quotidien. Depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait concrètement qu'on peut mesurer pour améliorer le quotidien des Maliens? Vous savez, là comme ailleurs, on a dit beaucoup de choses, de vraisemblables et l'invraisemblable. Ça a été tel que c'est venu jusqu'à moi, au point que le chef de gouvernement et les ministres sont là. Un conseil, j'ai dit, mais vous savez, quand je demande la situation du panier de la ménagère,
On me rassure sur les prix courants, mais pourtant les gens se plaignent. Mais la vérification faite, notamment juste à la veille du Ramadan, les prix de tous les produits de consommation courante étaient en net dessin de ce qu'ils étaient l'année dernière. C'est constant. Je pense donc qu'il y a des problèmes de communication. Et pourtant, là quand même, il faut le dire, j'ai vérifié aussi, à l'ORTM, il y avait un effort de communication hebdomadaire des prix à ce niveau-là. Des prix de première nécessité. Il y avait ça. Donc, cela est constant, patent et avéré. Nous n'avons pas eu le nez uniquement dans les questions sécuritaires, mais le quotidien des gens, les problèmes de développement, les problèmes de niveau de vie, de revenus. La grille salariale, il y a quand même 4 milliards qui ont été injectés. Et je pense également que nous avons un souci, et je ne présage pas déjà de ce que les entretiens entre les centrales et le gouvernement vont donner, mais le souci de prendre en charge les préoccupations majeures du monde du travail dans ce pays et de l'ensemble des populations est constant et prégnant dans nos cœurs et dans nos esprits. Nous sommes venus pour cela. Nous avons des contraintes de gestion, nous avons des contraintes par rapport à des engagements internationaux. Je crois qu'on y reviendra d'ailleurs. Mais par rapport à cela aussi, il faut savoir qu'un effort fabuleux a été fait par nous de 112 milliards de subventions pour alléger la charge d'énergie, l'EDM. Et dans d'autres domaines similaires, tout ce qui peut être fait pour alléger, soulager les populations, nous tâcherons de le faire. Dans un contexte difficile. Très très difficile et d'incompréhension des partenaires. La question de l'énergie, le FMI revient ici, sera encore au centre des problèmes que nous aurons avec nos partenaires, qui ne comprennent pas ça, que nous tenions à bout de bras l'EDM en subventionnant pour que la charge au niveau du Malien en soit légère. Donc c'est un faux procès qu'on nous fera. Que le Front social est aussi stable, comme vous le décrivez, puisque malgré tout... Je n'ai pas dit qu'il était stable. Hein. Ouais. J'ai dit que nous faisons en sorte qu'il le soit. D'accord. Par des actions concrètes, vérifiables. Ouais. Sinon, ça n'a pas empêché l'Union nationale des travailleurs du Mali d'aller en grève. Je constate qu'en démocratie, la grève est un droit. Juste voulu qu'il en fût autrement. Je crois que c'est un droit, mais un droit qui est presque ultime. Donc, avant d'arriver à cette étape-là, il y a quand même beaucoup d'étapes intermédiaires de conciliation, de rapprochement des points de vue. Je crois que les choses, là, la commission de conciliation est témoin, un effort fabuleux a été fait de rapprochement des points de vue. Mais c'est pas grave. Les travailleurs ont cru devoir, l'UNTM a cru devoir aller en grève. Cela n'est pas un motif de guerre, c'est son droit. Et ça ne nous a pas empêché de nous retrouver. Et moi, je les ai reçus quelques jours après. Ce n'était pas pour leur parler de la grève. Il a fallu qu'ils aillent en grève, Monsieur le Président, pour qu'ils soient reçus à Koulouba. Est-ce que pour être reçu à Koulouba, il faut nécessairement aller en grève? Oh, c'est clair. Mais penses-tu que je sois un homme que l'on mène à coups de crainte, en l'effrayant? Non. Il y a eu des problèmes de communication avec l'UNTM. Je n'ai pas eu de gêne à m'en excuser. Je n'avais pas, après la mise en place du bureau de l'UNTM, je n'avais pas reçu, je n'avais pas vu la lettre que l'UNTM avait envoyée, de demande d'audience, au fin de se présenter à moi, me féliciter au passage également aussi. Je m'en suis excusé. Il y avait cette erreur de communication, parce que parmi les motifs de la grève, il y avait cet élément-là qui confinait au mépris. Les pouvoirs publics n'ont aucun respect pour nous, aucune considération pour nous. Cela m'avait un peu heurté. J'avais dit non, c'est pas possible. J'ai jamais reçu de demande de l'UNTM. Vérifications faites. Et
document remis par le chef du gouvernement le vendredi, donc qui était le jour de la fin de la grève, m'a porté une copie de lettre au sortir d'un entretien avec l'UNTM qui m'a convaincu du contraire de ce que je pensais. Et je vous dis, dans ces fonctions-là, l'élément essentiel, et je remercie Allah de m'avoir donné cela, l'humilité. J'ai dit non, il faut que je les soive. Tant pis, on dira que je les sois parce que la grève a eu lieu, je dis je les sois. Parce qu'effectivement, là, ils avaient raison. En les recevant, n'est-ce pas un désaveu pour le gouvernement? Pas du tout. Je suis au-dessus de la mêlée. Et dès l'instant où j'ai fait le constat de ce tort vis-à-vis de l'UNTM, il m'appartenait de les recevoir, de leur dire en toute humilité, je dis oui, vraiment, vous aviez fait cette demande-là au mois de mars. On est au mois d'août. Si je ne vais pas réussir, c'est que la faute revient aux miens, à mes services. Et là, je dois faire ce que je veux. Et je fais ce que je dois faire à ce niveau-là. Mais vous n'avez pas à en pâtir. C'était juste une mise en ordre des choses. Et en même temps, trancher définitivement la question de la grève, les suspendus et les signidiés, elle ne reprendra pas. Qu'est-ce que vous l'avez promis? Je n'ai pas connu de ça avec l'UNTM. Je n'ai pas parlé de ça avec l'UNTM. Ce n'est pas mon ressort, ça. C'est le ressort du gouvernement. J'engage simplement le gouvernement à dialoguer et à toujours dialoguer, et à continuer à dialoguer. Qu'est-ce qui est faisable par rapport aux doléances de l'UNTM? On parle d'augmentation sur les 17 points. Je ne suis pas à à ce niveau. Vous devez me situer un peu au-delà. Je crois que l'UNTM a compris, m'a considéré et respecté, ne m'a pas amené à ça, pas la négociation avec l'UNTM. Je ne gère pas ça. Mais je comprends les attentes des travailleurs. Je suis très sensible à cela. Je suis syndicaliste. Vous avez évoqué tout de suite la question de l'EDM avec la Banque mondiale. Ça fait partie des points de revendication de l'UNTM. On va augmenter ou pas le tarif de l'électricité et de l'eau? Je crois que là également, le gouvernement sera à pied d'œuvre pour faire en sorte que l'on comprenne nos contraintes à nous, à l'intérieur. Ce n'est pas mécanique, ce n'est pas arithmétique seulement, ce n'est pas par rapport à des grands équilibres décidés ailleurs, mais nous devons tenir compte de notre contexte, de ce que les Maliens ressentent, et également aussi du pouvoir d'achat réel des Maliens par rapport au coût de tel ou tel service public auquel ils ont droit. Donc là-dessus, je pense qu'il y aura sûrement une compréhension entre les partenaires. J'ai déjeuné, j'ai rencontré le président de la Banque mondiale à 2 reprises, un déjeuner et une rencontre formelle. Et je crois que Jim Yong Kim est très sensible à ces problèmes-là. Il vient de Corée. Et je gage donc aussi bien avec lui qu'avec la mission du FMI qui vient, nous pourrons trouver les termes d'un nouveau départ. Inch'Allah. Monsieur le Président, à la grogne de l'UNTM est venue récemment s'ajouter la colère des habitants des communes 2 et 1 qui ont cru bon de déverser leurs ordures sur les voies, sur les principales voies. Est-ce là une faillite de l'État et de ses démembrements dans la gestion, la problématique des ordures? Ça pose la question de l'État, de l'autorité de l'État et du civisme en même temps aussi. De l'État. Et les édiles municipaux doivent comprendre, je l'ai dit déjà à la grande mosquée, doivent comprendre leur mission. Elle n'est pas uniquement de cession foncière. Elle est d'abord avant tout de satisfaction des besoins et aspirations de ceux qui vivent dans les communes qu'ils gèrent. Et parmi ces besoins cruciaux dans une ville comme Bamako, l'enlèvement des ordures que chaque ménage fait quotidiennement. Et dès l'instant où l'on vous interdit la décharge en un lieu, on est tenu, si on est un élu responsable, de vous indiquer un autre, un nouveau, ou le faire. Quand il n'y a rien, il y a un désarroi. Il y a un désarroi. Moi, j'aurais compris que on força plutôt le dépôt, mais pas le déverser dans les rues. La chose est trop grave au plan de la santé publique. C'était informel, en fait. Santé publique. Si, qu'à Dieu ne plaise, nous avions eu droit
à une de ces tornades dans le mois d'août coutumier, ça aurait été catastrophique. Pour les populations elles-mêmes. Ça pouvait nous conduire à des cas de choléra. Donc, ça se retourne contre les populations elles-mêmes. Et en ces temps également, où ce monstre se balade autour de nous, pourvu qu'il ne vienne jamais à nous, pour ne pas le nommer, il y avait là un risque que j'aurais hésité à faire prendre à mes concitoyens et à moi-même. Donc, c'est pas cette sorte d'exécutoire n'était pas approprié. C'était un acte de désarroi. Mais vous avez entendu vous-même, Monsieur le Président, depuis le mois de janvier, je crois que vous avez même dit en son temps à votre Premier ministre qui était là, M. Tatamblé, vous avez dit vous avez la responsabilité de rendre Bamako propre. Est-ce qu'à partir de là, vous avez pris les choses en main? Parce qu'il se pose une question de schéma même de gestion des ordures dans la capitale. Youssouf, hier seulement, le Conseil des ministres a autorisé la signature de 2 conventions dont nous verrons les effets d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, avec 2 firmes, une française et une marocaine. Je pense que c'est dire l'acuité pour nous de cette affaire-là, et ce n'est pas un phénomène récent, actuel, ponctuel. Dès notre investiture, avant notre investiture, l'équipe en charge pour nous d'organiser le relais entre les 2 équipes, celle de Diomouda et la mienne, avait eu la charge de cette préoccupation-là et l'a traduite. J'avais presque exigé que, notamment le dépôt qui était visible depuis le toboggan, quand on vient d'Assalam, qui était à gauche, le chemin de fer, que cette décharge-là soit liquidée. Et nous n'avons pu le faire, grâce aux efforts de l'environnement et surtout de l'opérateur économique Cédou Dantoumé, qui a mis tous ses camions, tout son poids là-dedans pour que cette décharge soit évacuée. C'est dire donc que c'est un souci constant. J'ai toujours peur des conséquences de l'envahissement par les ordures. Nous avons un environnement pas assaini, pas sain du tout. Je dis toujours, moi j'ai le souvenir en tout cas de cette vieille grand-mère qui balayait alentour dans un rayon moins de 5 mètres. Et d'ailleurs, tels étaient tenus les gens en ce temps-là. Sinon, les services d'hygiène publique passaient. Et on appelait ça les amendes. Vous avez droit à une amende si votre environnement proche n'était pas réputé sain et propre. Et des canaries d'eau à la portée des passants étaient renouvelées 2 fois par jour à l'entrée des maisons. Les bonnes pratiques. Voilà. Bamako était une ville coquette, une ville propre. Comment revenir à cela aujourd'hui? Je pense que le gouvernement fera, via ces conventions-là, son devoir régalien de mise en condition de vie digne d'être vécue. C'est son devoir, sa mission. Mais il appartient également à nos parents de comprendre qu'il y a un minimum de civisme à observer et que dès l'instant où on parle de demande publique, on est concerné. Il ne s'agit pas d'un autre monde sur lequel, qui serait digne des ordures et de ce qu'on jette des immondices. C'est votre monde à vous, c'est votre univers, c'est votre environnement. Vous êtes concerné. Donc faites l'effort civique de penser à le maintenir propre. Chacun de nous est interpellé à ce niveau-là. Quand on fait en sorte de recueillir ces fausses d'aisance, qu'on vide ces fausses d'aisance dans la rue, on agresse l'environnement immédiat. Et c'est même, c'est un cas d'ailleurs qui est connaissable de la justice. Donc on fasse attention que l'environnement soit mieux respecté et que chacun comprenne que le vivre ensemble, en harmonie, en paix, en bonne santé, va de ça, partir de ça. Monsieur le Président, une question éducation que nous avons mise dans le social. Lors des derniers examens, le DF par exemple, on a vu les épreuves sur Internet.
le baccalauréat, les enfants ont composé jusqu'à 22h, 23h. D'aucuns diront que ce n'est pas une surprise au Mali, mais on n'a pas pensé que ça, c'est des situations auxquelles on pouvait assister sous votre présidence, sous la présidence de IBK. Je crois que IBK n'est pas le phénix. Oui, monsieur le président. IBK n'est pas le phénix. Je vous remercie. Mais ce sentiment-là de confiance me va droit au cœur. Mais IBK n'est pas seul à tout faire. En l'occurrence, et en cette circonstance-là, je me dois de féliciter Madame le ministre de l'Éducation nationale. Chacun dans ce pays l'a vu à l'œuvre, payant sa personne avec une équipe réduite auprès d'elle, autour d'elle, pour démanteler une véritable mafia qui, au long des ans, s'était installée dans le système éducatif malien, qui l'avait perverti, qui l'avait corrompu. Et je crois que l'amélioration entre les deux examens a été quand même sensible. Reconnaissons-le. C'est un effort qui sera soutenu, qui ne sera pas relâché, et je ne voudrais pas en dire plus. Parce que là aussi, il y a des cas qui sont aujourd'hui devant la justice. Et qui vont être bien traités pour servir de leçon. Inch'Allah. Et pour qu'on sorte du... Inch'Allah. Faisons confiance, vous et moi, aux magistrats maliens. Tant qu'ils nous donneront des résultats. Inch'Allah. Inch'Allah. Vous avez parlé d'environnement. On revient juste un peu en arrière, monsieur le Président. Vous avez parlé de cette grave maladie qui est dans la sous-région aujourd'hui. Dieu merci, en principe, elle n'est pas encore chez nous. Est-ce que vous faites confiance néanmoins, malgré tout, au système qui a été mis en place pour nous préserver de cette grave maladie, l'Ebola? Sauf, permettez que je dise d'abord ma solidarité avec les pays aujourd'hui victimes de l'Ebola. La Guinée, avec mon frère le président Alpha Condé, Sierra Leone avec mon frère Ernest Baïkoroma. Pour la petite histoire, c'est lui qui m'a, dans le concert des chefs d'État, m'appelle Abiki. On se fait toujours rigoler. Il y a un moment que je ne le vois pas, Ernest, et ça, il me manque. Le Libéria, notre sœur aînée, Hélène Johnson Sirleaf, sont des pays aujourd'hui dans la peine. Et le Sénégal de mon jeune frère Macky, qui a eu pourtant tellement d'inquiétude par rapport à cette maladie, et qui n'en a pas été pour autant épargné. À tous ces pays, je dois dire. Nigeria, au lac Jonathan, évidemment. À tous, je voudrais dire la totale et vive solidarité de notre peuple. Et au-dedans ici, pour l'instant, et j'espère et je conjure Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que cela soit pour toujours. Nous avons pour l'instant été épargnés. Mais là aussi, je vais disant et répétant qu'il faut que l'effort de vigilance soit continu, que le contrôle aux frontières soit rigoureux, que nul ne puisse s'en soustraire. Que nul ne puisse s'en soustraire. C'est fondamental, c'est primordial. Nos zones aurifères, qui sont des zones de pénétration d'un peu tout le monde, et souvent de populations en provenance de nos pays voisins frères, doivent faire attention de toute la rigueur du département de la santé. Et il en est ainsi aujourd'hui. Il y a un cordon qui est assez rigoureux. Pour autant, avec des moyens qu'il faut, parce que c'est une grave maladie qui demande beaucoup d'investissement pour les médecins, c'est qu'il faut le travail. De ce point de vue, la coopération avec les États-Unis d'Amérique nous est très profitable. Vous savez qu'en matière de recherche épidémiologique, le Mali est à la pointe là. Nous faisons en sorte vraiment, autant que faire se peut, d'être à l'abri. Mais, j'ai dit encore une fois, prions tous. Prions tous pour qu'il en soit effectivement ainsi. Monsieur le Président, vous avez lâché le mot, que nul ne puisse s'en soustraire. C'est important puisque des informations font état d'une ruée vers les pièces d'identité du Mali, puisque certains pays, pour ne pas les nommer, sont privés
de pèlerinage en Arabie Saoudite cette année. Ils sont en train de se ruer sur les pièces d'identité du Mali. Qu'est-ce qui doit être dit à ce niveau-là? Est-ce que l'État va sévir au cas où l'information s'avérerait vraie? Cette année-là, ça fait partie de l'ensemble d'éléments d'information en notre possession. Quelquefois d'ordre de rumeur, mais pour autant nous le prenons au sérieux. Et ce qui doit être dit et fait comme ordre conséquent l'a été, pour que là aussi nous puissions parer à certaines dérives. Nous avons évoqué la question seulement hier en Conseil des ministres. Nous avons, il faut le dire, que le Malien entende une difficulté. C'est qu'il y a deux filières. Il y a la filière officielle, la filière gouvernementale malienne, qui passe par la maison du Hajj, où alors là tout est nickel en termes de contrôle, de suivi. Il y a la filière privée. Et un système a été mis en place pour que là aussi nous puissions exercer notre vigilance. Pour autant, ce n'est pas la même rigueur qu'au niveau de la maison du Hajj. Il faudrait donc que le gouvernement, je laisse le gouvernement de réfléchir à la meilleure manière de faire en sorte qu'aucun pèlerin partant du Mali ne soit hors contrôle. Et c'est dire que ça ne nous a pas échappé. Et souvent, entre la rumeur et le fait, la nuance est très faible. Ouais. Ils n'ont pas le devoir de négliger la rumeur. La moindre information relative à cette affaire-là nous est sensible. Et nous faisons en sorte de pouvoir parer immédiatement au danger. Monsieur le Président, tout de suite on parlait de pèlerinage. C'est l'occasion pour nous de parler donc de les relations entre le Mali et l'extérieur, la diplomatie. Sékou Tangara a posé la première question sur ce chapitre. Le retour du Mali dans le concert des nations était l'un des objectifs que vous vous êtes assigné dès votre investiture. Aujourd'hui, 1 an après, pensez-vous avoir suffisamment porté haut la voix du Mali sur l'échiquier international? Bon, je pense que j'ai fait en conscience ce que j'étais en mission, en charge de faire pour le Mali. Pour le porter, le dire partout où besoin était. D'indiquer, surtout de dire sa réalité, son vécu. Je pense que c'était nécessaire. Il y avait beaucoup de malentendus. Il y avait beaucoup de méprise, d'incompréhension. Je crois que nul mieux que nous-mêmes ne pouvait dire le Mali. Et je pouvais le faire avec la stature du président légal légitime, issu de ces élections dont chacun s'est accordé à dire qu'elles furent transparentes, crédibles et apaisées. Et ça a permis que cette voix du Mali portée par nous soit entendue, considérée. Ça nous a amené à nous rendre dans beaucoup de pays, d'assister à beaucoup de rencontres internationales où les questions de sécurité, et singulièrement celles touchant à la situation du Sahel et du Mali en particulier, étaient en débat. Nous l'avons fait partout, urbi et orbi. Dans la ville et dans le monde, nous l'avons fait. Parce que c'était notre devoir. Nous n'avons, de notre élection à aujourd'hui, effectué aucune sortie de convenance personnelle, aucune. Justement, souvent les compatriotes ne perçoivent pas l'utilité de ces voyages-là, ils pensent que c'est trop et que ça coûte trop au pays. Ceux qui en comprennent l'intérêt et qui, à ma place, auraient fait la même chose, ne disent pas. Ce serait leur devoir. Il s'agit du pays, non pas d'IBK. Il s'agit de la res publica, de la République. Et de ce qui doit être fait pour son confort.
Mais là également encore, hélas, la politique politicienne vient perturber la perception et la rendre confuse. Alors que tous les acteurs politiques et moi-même avons une mission à expliquer, à être pédagogue vis-à-vis de notre peuple. Les relations internationales sont portées pas seulement par le chef d'État, mais par l'ensemble national. Et quand le chef d'État est en mission de conforter la relation internationale, je pense que certaines attitudes font du tort au pays, pas à Ibeka. Pour autant, nul ne me détournera jamais de mes missions régaliennes. Et vous êtes gêné quand en même temps on compare, on dit vous allez beaucoup plus à l'extérieur, des années qu'il faut détient d'ailleurs un décompte, et que vous allez très peu à l'intérieur du pays. Je crois que peu de cadres de ce pays connaissent le Mali intérieur comme moi. Et se met toujours un plaisir inouï, immense, d'être à l'intérieur au contact des populations. Et je le reprendrai ce bâton-là, dans une seconde phase. Ce mandat est en son début, en fait 1 an de mandat. Et Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous rappelle pas notre condition de créature, nous sommes là pour 5 ans. L'homme verra allant et venant partout dans ce pays. Inch'Allah. On vous attend. Inch'Allah. On veut vous voir parce que vous avez été élu à l'intérieur aussi. Ce serait l'objet du début de la deuxième année. Inch'Allah. On me verra. Mais il fallait dire le Mali, il fallait sortir le Mali de son isolement. Il fallait resignifier au monde la présence nouvelle et révigorée du Mali. Et je le fais sans complexe. Tel était mon devoir. Si c'était à refaire, je le referai. Ce sera refait à bord du Boeing 737. Il semble y avoir un froid, Monsieur le Président, entre le Mali et ses partenaires, notamment le FMI, à cause du nouvel avion présidentiel. Quelle est votre part de vérité, Monsieur le Président, sur cette affaire? Il y a eu des erreurs de communication. Mais le froid dont on parle n'a pas été sensible par moi, ressenti par moi quand j'étais à Washington, aussi bien à la Banque mondiale qu'au FMI. Je crois que le FMI est dans son rôle en tant qu'institution régulatrice de l'économie mondiale, surtout s'agissant d'un pays comme le nôtre, qui est un pays assisté, qui est un pays partenaire des autres dans la gestion de ce fonds monétaire international, de s'assurer que telle acquisition ou telle décision d'État du Mali n'a pas porté préjudice à l'équilibre de ses comptes de manière générale, globale. Et que ça ne crée pas un déséquilibre tel que cela peut prêter à suspicion de mauvaise gestion avérée, de mauvaise gouvernance financière. Et si tel est le cas, d'indiquer, il s'agit uniquement de cela, d'indiquer les voies et moyens, de rectifier le tir pour un nouveau départ. Justement, est-ce que l'État n'a pas trop prêté le flanc par rapport à cette affaire? Vous avez parlé d'erreurs de communication. On peut aussi parler d'erreurs d'entame, puisque si la chose s'était passée dans les règles de passation de marché, le FMI ne verrait pas des mauvais yeux qu'un pays souverain fasse l'acquisition d'un nouvel avion présidentiel. Mais c'est clair, et le directeur adjoint du FMI, en l'absence de Christine Lagarde, nous l'a dit très clairement, aussi bien lui que le président Jim Yong Kim, qui n'ont rien à voir avec une décision souveraine du Mali. Eux, c'est la procédure. Et à ce niveau-là, nous le verrons avec l'audit. S'il y a eu des erreurs, on va les corriger. S'il y a des choses à revoir au niveau légal, nous saisirons le Parlement pour qu'il en soit ainsi. Nous sommes fermés à aucune espèce d'appui à ce niveau-là. Mais on a surfait là aussi. On a surfait. Et surdit peut-être. Et aujourd'hui, ils vont revenir. Le FMI, on avait dit qu'ils avaient suspendu leur aide. Ils vont revenir. Et quand ils vont confirmer? Ils viennent le 11 pour la revue, qui était prévue déjà en juin, je crois. Et ça donne une revue conjointe pour le mois de juin et puis septembre. Et au sortir de cela, mes gens, je pense que nous aurons
un avis de non-objection, lequel nous permettra maintenant d'avoir les appuis budgétaires en attente. C'est ça qui Sans attendre décembre. Oui, Inch'Allah. Parce que là, c'est là la question qui nous ramène dans les questions économiques et financières. Absolument. À partir de cette affaire, je suis très optimiste. On a dit qu'effectivement, à partir du fait que les bailleurs ont dit certains, on va suspendre notre aide, que les caisses sont vides. Vous le confirmez, vous qui... Je n'ai pas dit que les caisses sont vides. Les caisses sont vides. Nous avons dit, la trésorerie est à mal. Ce que moi j'ai aujourd'hui, sous contrôle des services concernés, au 30 juin, 346 milliards pour 361 milliards qui étaient attendus. Liquide au trésor. Au trésor, absolument. De recettes. Et nous avons engrangé des rentrées, 23 milliards fonds monétaires dans le cadre de la facilité élargie des crédits, 25 milliards de la Banque mondiale. Nous avons 19 accords de prêt qui ont été convenus entre les partenaires pour un montant de 418 milliards. Et je vous dis, ce n'est pas tout à fait là qu'on voit un pays en extrême difficulté. Il y a des explications à fournir, elles le seront. C'est normal dans le partenariat. Mais ça n'arrête pas le fonctionnement du pays parce que la trésorerie est liquide. Mais elle est liquide. Est-ce que votre salaire de mois d'août a été payé? Si j'ai vérifié, je crois qu'il a été payé. Bon. Je crois que c'est cela qui est important. Aucune activité régalienne de l'État du Mali à ce jour n'a été perturbée ou bloquée en raison de cela. Elle ne le sera pas. Nous avons simplement, j'ai dit, un devoir d'explication. Ce devoir, nous y soumettons absolument de manière non nuancée. Non nuancée. La récrimination des partenaires, c'est par rapport souvent à des marchés qui jugent opaques, le marché d'armement, et ainsi de suite. Tout ça sera revu, tout ça sera audité. On nous dira là où il y a eu erreur, il y a eu faute. Et je vous dis encore une fois, l'État malien n'hésitera pas du tout à rectifier le tir. Il n'y aura aucune pression sur le bureau du vérificateur général, M. le Président. Aucune. Qui en a la charge. Aucune. Okay. Et le résultat sera porté sur l'honneur. Et il peut en témoigner. Aucune. Et le résultat sera connu. Je suis même... transparence. Je suis même un peu... J'ai failli être outré que vous n'ayez même plus soupçonné quoi que ce soit à ce niveau-là. Aucune espèce d'interférence ni de pression. Aucune. Ni de vous, ni de votre gouvernement. Absolument. Vous êtes nombreux dans le bateau. Absolument. Okay. Mais le bateau a un capitaine. Tout à fait. Il n'y a pas deux capitaines dans le bateau. Qui s'assument. C'est clair. Monsieur le Président, vous avez dit tout de suite qu'il n'y a pas de problème de trésorerie. Alors comment comprendre la récente décision d'augmenter de 30% les coûts des exonérations? Ça a failli être source de conflit entre les commerçants détaillants et les services de l'assiette, la douane en l'occurrence. Merci, vous me donnez l'occasion encore une fois de venir à la vérité. On a dit que c'est pour renflouer les caisses de l'État, que les commerçants paient ce que l'État a gaspillé. Vous pensez que c'est des artifices de ce genre auxquels on va recourir pour payer l'avion présidentiel? Non. Avion du Mali. C'est ridicule. Il ne s'agit même pas de taxes nouvelles. Il s'agit seulement de remise au goût du jour de quelque chose de convenu et bien avant que nous fussions aux affaires. C'est la vérification préalable à l'importation. Et dans tous les pays du monde, il en va ainsi. Pour que l'on s'assure dès le départ de ce qui va venir vers vous. Et qu'en ce moment-là, les taxes et droits qui doivent être acquittés ne soient pas perturbés ou perdus en chemin. C'est une question de transparence dans tous les pays du monde. Au Mali, c'est Veritas qui fait cela. Et simplement, l'habitude a été prise depuis un certain temps de s'en passer, de ne pas faire ce contrôle-là. Alors que nous payons 4 milliards à cette société pour faire ce travail. Absolument. Ce n'est qu'une remise au goût du jour de quelque chose d'existant. Il n'y a rien de nouveau. Et c'est fadaise que de dire que c'est cet artifice-là qui permet de résorber je ne sais quel déficit. Je viens de vous dire la situation de trésorerie, la situation en tout cas de recettes de l'État malien. 416 milliards au 30 juin, contre 461 milliards attendus. Ce n'est pas un gap énorme. Il y a de quoi tourner là. Donc vraiment, je crois qu'il faut que si le gouvernement d'ailleurs a consenti à venir à 10%,
c'était vraiment une facilitation pour calmer un peu l'atmosphère, mais ce n'est pas une renonciation à droit, qu'on se le dise bien. Le droit de l'État est le droit de l'État et doit être acquitté par tout citoyen en devoir de le faire. C'est ce qui nous permet, Monsieur le Président, de parler un peu macroéconomie. Et on a vu dans votre programme ce que vous devrez faire dans les prochaines années pour faire du Mali un pays émergent. C'est-à-dire que on a besoin de voir aujourd'hui qu'est-ce que vous allez faire pour faire du Mali justement un pays émergent d'ici 2018. Savoir simplement quels sont les grands chantiers que IBK va lancer pour faire du Mali un pays émergent. Vous savez, et avec quoi il va les financer? Vous savez, je pense que moi je suis optimiste. Je pense que les concours à l'économie malienne ne feront pas défaut. Je suis certain que les périodes d'incompréhension et de méprise passées, nos amis seront tous au rendez-vous pour nous aider à pousser notre économie. Je crois qu'au niveau du Mali, nous avons un grand souci d'équipement énergétique. On convient aujourd'hui que le socle de tout développement, c'est l'énergie. Vous ne pouvez prétendre à aucune installation d'entreprise digne de ce nom si l'énergie n'est pas là. Les coûts d'approche chez nous sont tellement élevés que beaucoup de partenaires réussissent à venir investir là. Donc ça, c'est un premier grand défi. Dans votre film de présentation, vous avez montré une grande Félou et posant la première pierre de Gouina. C'est les projets auxquels nous tenons. Mais pas seulement. Nous avons des projets également d'énergie renouvelable et il y a beaucoup d'offres dans ce domaine-là pour que le disponible énergétique soit suffisant pour que nous puissions avoir ce socle-là qui est un atout pour le pays pour attirer l'investissement étranger. Nous avons un ministère en charge de l'industrie et des investissements. Ce n'est pas un gadget. Le Mali a beaucoup d'atouts. Le Mali a beaucoup d'atouts. Souvent, quand on dit cela, les gens voient l'or et les possibles ressources d'hydrocarbures. Moi, quand je dis cela, je dis la première chance du Mali, c'est l'or vert. C'est l'agriculture. Le Premier ministre se rend bientôt derrière l'office du Niger. Et c'est ma conviction très profonde, surtout après la visite que j'y ai faite avec le président Compaoré, où j'ai vu le potentiel fabuleux que l'agro-industrie peut procurer au Mali. Un espace qui se prête absolument à toutes les spéculations et une immense plaine que l'on peut irriguer par gravitation quand on voit ailleurs tous les siphonnages en raison de relève accidenté que s'offre à d'autres pays. Il y a là donc un atout énorme pour nous. Ce sera sûrement le développement par l'agriculture. Et au point que non seulement nous serons de nouveau gagnés de l'Afrique, mais que ce sera également un moteur pour nous propulser. Mais, il y a un mais là-dedans. Vous m'avez vu allant et venant et disant partout mon obsession du sort du fleuve Niger. Le fleuve Niger, je le dis encore une fois, si l'on y prenait garde, pourrait être un souvenir dans un temps pas trop lointain, qu'à Dieu ne plaise. Je dis cela et je l'avais dit déjà depuis le temps où j'étais chef du gouvernement de ce pays-là. Simplement parce que par rapport à beaucoup d'autres, j'ai l'immense avantage d'avoir travaillé dans le nord du Mali pendant des années et j'avais un petit aéronef qui me permettait de voyager à mon... selon mes... En parcourant le lieu du fleuve. Voilà. Et je le faisais. Je ne me privais pas de le faire. Donc j'ai vu l'évolution des dépôts dunaires dans le lit du fleuve Niger. Jusqu'au jour où le Kankou a été drossé sur le sable à Douaro. Et ça pour 1 an, avant qu'on ne puisse le remettre à flot. C'est donc pas une vue de l'esprit. Surtout quand on sait également que le lac Tchad, dont la richesse écologique, la diversité écologique ne sont pas plus à démontrer, était là au profit des peuples riverains. Et que ce lac Tchad aujourd'hui a perdu près de 95% sa superficie, vous le savez. Donc ce que j'ai dit là n'est pas une vue de l'esprit. Le développement agro-silvopastoral du Mali est conditionné, sera conditionné
par le sort du fleuve Niger. Et là, il faut réglementer et agir. Il faut draguer le fleuve Niger. Oui, en bas de l'action. Intéresser les partenaires, la Banque mondiale a tellement entendu qu'elle s'est ouverte à cela. Une mission est même venue pour en connaître. C'est cela, donc, le truc. Ensuite, il faut qu'on désenclave ce pays, qu'on poursuive l'effort initié par mes prédécesseurs de désenclavement du Mali, intérieur et extérieur. Il faut le faire. Il faut également penser dans ce domaine-là, non seulement à renouveler le rail. Nous avons un projet conjoint au niveau du NEPAD avec le Sénégal. Vous avez vu à Dakar, lors de la revue du NEPAD, cela est confirmé là-dedans. Nous avons cela comme projet pour les projets structurants et les projets importants, capacité d'émergence d'un pays dans le cadre du NEPAD. Le nôtre, c'est celui-là. Est-ce qu'il y a un chronogramme pour tout cela, Monsieur le Président? Un rétro-planning, c'est-à-dire des objectifs chiffrés à court, moyen et long terme. Est-ce qu'il y a un chronogramme, un rétro-planning? Dans le cadre du NEPAD, tout est chiffré. C'est chiffré, mais au plan interne également aussi. Il n'y a pas que ça. Nous savons ce que nous allons faire à ce niveau-là. La seule grande interrogation aujourd'hui par rapport au fleuve du Niger, c'est que là, ce n'est pas un projet uniquement national. Il faut que l'État riverain, avec lesquels nous sommes, la Guinée, le Mali, le Niger en priorité, soient sur ce domaine-là. Et que nous cherchons ensemble les financements nécessaires. Les efforts. Donc, le rail à moderniser. Au-delà du rail, vous savez tous qu'il y a un projet dont on parle comme d'un serpent de mer, mais qui est une réalité, en tout cas dans ma tête, et je le propose ainsi à mes collègues aussi. C'est d'ailleurs l'une des matières en examen au niveau de l'OMVS, le fameux port d'Ambidédi. Il y avait des questions d'enrochement qui empêchaient la possible future arrivée des bateaux de haute mer sur Ambidédi. Un enrochement à dégager pour que cette partie-là soit navigable depuis Saint-Louis. Je pense que là aussi, c'est un projet important pour nous Maliens et nous y tenons et nous n'allons pas lâcher là-dessus. Et les autres pays, vous avez l'accord de vos autres collègues chefs d'État pour vous accompagner dans ça? Ils n'en veulent pas en fait. À l'OMVS, nous sommes en accord sur les volets nécessaires pour chacun des pays. Chez nous, il y a l'électricité, il y a l'irrigation pour l'agriculture, il y a aussi ce volet navigation, qui est pour nous essentiel. Peut-être pas pour nos pays frères qui ont une façade maritime, mais pour le Mali, cela est essentiel. Vous exigez, vous allez mettre la pression pour que le port d'Ambidédi naisse enfin. Je n'ai pas besoin d'exiger. Nous sommes dans une compagnie de gens de bonne compagnie. Et je crois que mes frères prêteront une oreille attentive à mes doléances à ce niveau-là, étant le plus enclavé d'entre eux. Les 4 pays aujourd'hui, Sénégal, Mauritanie, Mali et Guinée. Je crois donc qu'il n'y a pas de problème majeur qui va se poser à ça. Monsieur le Président, un mot, comme on parle de grands projets, un mot sur le développement régional, parce que là, depuis les accords d'Alger d'ailleurs, c'est un peu une question qui évoque le développement régional pour avoir des régions fortes. Vous avez parlé récemment à l'installation de ce gouvernement Moussa Mara, des agences de développement régional. On attend de les voir. Je ne vais pas trop pressé. On a dit janvier, si je m'abuse. Janvier 2015. Oui. Ah oui. Donc, on est au mois d'août là. Soyez encore un peu patients. Elles verront le jour. Je pense que leur vocation, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait une bonne coordination régionale de tous les efforts en matière de développement. Aujourd'hui, il y a des efforts dispersés, disparates, que l'on y voit clair. Et à notre propre niveau, ici même, à la présidence, nous comptons faire en sorte que chacun soit en charge de la coordination de l'ensemble de nos grands projets nationaux, pour que le suivi en soit plus facile et que nous sachions, le cas échéant, comment réorienter pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublons ou que les gens ne s'entrechoquent. Et d'éléphants blancs. Les agences régionales verront le jour et je pense qu'elles ne seront pas inutiles pour vraiment propulser à souhait les ambitions de développement équilibrées et
harmonieux de notre territoire national et d'aménagement également aussi. Monsieur le Président, c'est ce qui nous permet d'arriver au dernier chapitre de cet entretien, ce qui nous permet tous d'être en sécurité, la défense, la sécurité. C'est que vous avez une grande charge également, vous avez la charge de faire des réformes à ce niveau-là. C'est une question pour le Monsieur le Président. La réforme des forces de défense et de sécurité revient très régulièrement dans vos discours, Monsieur le Président. Depuis votre investiture, qu'est-ce qui a été fait de manière concrète en termes de formation, d'entraînement et d'équipement de l'armée malienne, Monsieur le Président? Je pense que tout le reste du Mali ne pourrait faire autrement que de se soucier de cela. Et je pense que, on l'a vu, notre pays avait une armée théorique, avait une armée avec des hommes sûrement compétents, sûrement patriotes, mais sans aucun moyen. Qu'est une armée dont les hommes, malgré leur détermination, leur engagement, n'auraient pas les moyens de leur mission. Une armée, c'est des hommes et une mission. Ils n'ont pas les moyens de leur mission. Cela a été un constat très, très douloureux. La révélation au monde en a été faite lors des événements du Nord, dans leur acuité. Quand on a vu des jeunes soldats, vous les avez vus comme moi à Gao, sans casque, à peine chaussés, sans gilet pare-balles, alors que ceux qui sont venus nous aider étaient totalement harnachés. Notamment, sans vouloir les comparer, les éléments français qui étaient là, avaient tout ce qu'il fallait. Des lunettes de visée nocturne, des armes de dernière génération, tous les équipements qui permettent à un homme de se sentir en sécurité pour l'accomplissement de sa mission de défense nationale. Donc il y a ça. Et c'est peut-être même ce qui a conduit à ce qui nous est reproché aujourd'hui, cette volonté donc d'équipement au fin de redonner confiance et morale aux forces armées. C'était à l'occasion du 20 janvier dernier. Cette armée est donc à réhabiliter entièrement, à rééquiper, à former, à entraîner, à créer en son sein un esprit patriotique qui vous fasse venir les larmes quand vous chantez l'hymne national du Mali, quand vous êtes devant le drapeau du Mali, quand vous pensez à tout cela dont le sacrifice nous vaut d'être là aujourd'hui. Ce sera pour quand, Monsieur le Premier Président, les premiers MiG, les premiers hélicoptères de combat, les premiers chars sous le président Ibeka? Le président Ibeka a 5 ans pour tenir ses promesses face à ce peuple-là. Il reste 4 ans. Et Inch'Allah, le Mali aura un outil de défense approprié, adapté à ses missions. Inch'Allah. Et qu'est-ce que vous espérez justement de l'accord de coopération militaire de défense le Mali vient de signer avec la France dans ce domaine justement de l'encadrement et de l'équipement? On a fait beaucoup de bruit autour de cela. Accord de coopération en matière de défense et de sécurité. Qu'est-ce que nous faisons déjà? Nous coopérons avec la France en ces matières-là. Une formalisation juridique pour notre consommation et la consommation des Français au niveau parlementaire, réglementaire, point barre. Rien d'élément nouveau là-dedans. Simplement légaliser, formaliser l'existant. Et avec quand même des éléments de souplesse nouveaux pour que vraiment l'expérience nous ayant instruit les uns et les autres de ce qu'il conviendrait dorénavant également de faire pour que cette coopération soit utile, fructueuse et nous permette l'atteinte d'objectifs décidés ensemble, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Qui n'est pas à la portée de... Pas de base française au Mali. C'est un accord de coopération en matière de défense et de sécurité. Ça nous apportera ce qu'on n'a pas. Dans beaucoup de domaines.
Ça fait déjà beaucoup, mais ça le fait encore plus. Dans un cadre, cette fois-ci, je le dis encore une fois, légal, formel et de grande légitimité. C'est ça, c'est tout son mérite. C'est qu'une dernière question. Oui, peut-être sur le grand banditisme à Bamako. Souvent, les citoyens peuvent se faire braquer en plein jour. C'est vrai que c'est un problème assez récurrent. Qu'est-ce que vous allez faire pour circonscrire cet autre fléau, Monsieur le Président? Ce que je vous sens en passe de me taquiner, parce qu'il y a eu un braquage derrière ma fenêtre. Oui. C'est ça. Je suis certain que c'est ça que vous avez à l'esprit. C'est le quartier le plus sécurisé du Mali, quand même, Monsieur le Président. C'est l'un des nombreux de la ville. Bon, écoute, je crois que les forces de sécurité du Mali prennent soin de ma sécurité. Elles font le maximum. Pour autant, vous savez, en matière de sécurité, ce n'est jamais parfait. Il y a eu ce cas-là, et il est malheureux d'ailleurs que cela se soit produit par rapport à une personne venue nous aider, une citoyenne allemande. Mais c'est vrai que nos concitoyens, quotidiennement, font l'objet de ce genre de situation dans les quartiers périphériques, et même avec audace maintenant, à l'intérieur et proche de la résidence du chef de l'État. Cela, je pense, est considéré avec la plus grande vigilance, la plus grande attention. Et nos éléments, vous savez, ils travaillent. Les forces de sécurité travaillent dans des conditions pas faciles, avec des contraintes très très dures. Pour autant, elles sont à la bourre, comme on dit. Et nous avons conscience de cela, surtout dans la situation qui est la nôtre, où tout est possible. Nous avons souvent des regroupements, l'occasion de fêtes ou d'autres cérémonies, toutes occasions propices pour que des gens mal intentionnés puissent commettre des méfaits. Il y a des actes isolés, de cas d'individus pour des menus larcins, mais cela est aussi une des conséquences d'un des fléaux dont on n'a pas parlé, mais qui est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations, la circulation des armes légères. Vous savez, les pistolets se vendent comme des petits pains. Ils sont importés par toutes les riches du Mali. C'est un peu la conséquence des conflits sous-régionaux, nationaux, que nous avons notre espace à abriter. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un demi-solde. C'est un soldat qui est un demi-solde, un soldat qui est en rupture de contrat. Et cela, dans tous les pays du monde, les demi-soldes ont fait des dégâts. Je pense que ça fait partie de la panoplie des risques et des menaces qui sont toutes envisagées aujourd'hui au plus haut niveau. Et l'objet d'attention et de mesures dont certaines n'ont pas à être indiquées. Mais je crois que Bamako est créé. Il y a un maillage qui est vigilant, qui est quotidien, qui est nocturne et diurne. Voilà ce que je peux vous dire. Merci pour nous rassurer sur notre sécurité, parce que de la mobilité des uns et des autres dépend aussi tout ce que nous faisons dans ce pays pour le faire progresser. Monsieur le Président, on va vous donner juste le mot de la sortie de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire face au peuple par rapport aux 4 dernières années qui vous restent dans votre mandat, votre premier mandat, je le dis comme ça, et surtout comment vous pouvez le rassurer que tout ce qui a été reproché jusqu'à présent fait l'objet d'attention de votre part, beaucoup d'humilité, et qu'il y a tous les changements auxquels ils peuvent s'attendre auront lieu dans les 4 années à venir. Je voudrais dire ceci. Je n'ai pas tout réussi, loin s'en faut. Je suis homme parmi les hommes, avec une volonté inébranlable d'être aujourd'hui comme hier au service de ceux qui m'ont fait, de ceux grâce auxquels je suis dans ce fauteuil aujourd'hui par devant vous. Je leur suis redevable autant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je voudrais simplement leur dire
que ce qui n'a pas été réussi à ce jour ne l'a pas été faute de volonté? Non. Parce que des circonstances qui ont pu contrarier cela. Mais la volonté de faire et de faire bien au profit de tous et de chacun est comme au premier jour. Cette volonté est brûlante. Elle est en moi. Elle est quotidienne. Elle est de tous les instants. De convivialité à retrouver entre nous en tous nos segments. Et d'abord, je voudrais un clin d'œil vis-à-vis de la classe politique. Dans l'histoire des peuples et des pays, il y a des moments où les conditions ambiantes même vous font obligation de resserrement des rangs, de front uni patriotique. Pas pour complaire à tel ou tel du moment, qui est du moment. Le pays est éternel. En ces jours se joue le destin du Mali. Je crois que rien n'est indifférent. Les comportements, les attitudes, les propos peuvent faire tort, non pas à Ibeka, mais au Mali. Car qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il est la voix du Mali. Il est le symbole de l'unité nationale du Mali aujourd'hui. Ça se concentre sur sa personne. Et souhaitons que ce soit pour le seul bonheur des Maliens. Et pour ce qui se déroule aujourd'hui en Alger, je souhaite là aussi qu'une grande confiance de bonne aloi soit de mise entre tous les partenaires, tous les protagonistes, entre nos frères des différents mouvements du Nord et nous-mêmes. Que la délégation gouvernementale ne soit pas envisagée comme un autre, mais comme un autre eux-mêmes. Que c'est, pour parler, n'est comme vocation que de faire en sorte que nous convenions de ce qu'il faut faire et créer ensemble pour un meilleur vivre ensemble. Mais pas s'envisager en chien de faïence, en ennemi, mais en plus que frère, en notre nous-mêmes. C'est mon souhait le plus profond. Et je voudrais dire également que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons eu un hivernage jusqu'ici à souhait. Les prévisions des départements en charge des domaines de production sont optimistes, développement rural. Et n'avons pas eu non plus de mauvaises eaux, d'eau qui d'habitude occasionnent des dégâts humains et matériels. Allah nous a épargné cela. Je crois que cela préfigure, Inch'Allah, de bonnes récoltes. Et que cela soit pour le plus grand profit du peuple malien. Et encore une fois, je voudrais remercier sincèrement du fond du cœur toutes celles-là, tous ceux-là qui, du fond de leur case, de leur maison, ont porté aux plus hautes responsabilités le fils de Bouakar et de Konimba. Merci. Merci. On vous remercie aussi, Monsieur le Président, de nous avoir accepté, d'avoir accepté justement à travers l'ORTM, à travers Africable, de parler aux Maliens et de dire ce que vous avez dit ce soir. On ne pourra pas tout dire, mais c'est quand même, ça participe de la transparence, de la clarté, de la lumière que vous apportez pour que les Maliens comprennent ce que vous êtes en train de faire et de vous dire que vous êtes au service du pays, exclusivement au service du pays. Merci donc de nous avoir accordé ces instants pour parler, pour pouvoir être votre intermédiaire avec la population malienne. Et merci également mon confrère Sekou Tamara, avec lequel j'ai animé ce débat. On se retrouve, Monsieur le Président, certainement à une autre occasion, pas l'anniversaire, mais très, très bientôt certainement, pour encore être avec les Maliens, pour que vous leur parlez. C'est important et c'est pédagogique. Youssouf, ce fut mon plaisir immense d'être en votre compagnie pour échanger avec notre peuple à travers vous. Merci beaucoup à Africable et à l'ORTM. Merci aussi aux téléspectateurs qui nous ont suivis, aux auditeurs qui nous ont suivis, parce que l'ORTM, c'est l'ensemble du réseau, y compris la télé et la radio, sur lesquels cet entretien a été suivi. On vous remercie tous et on vous donne un autre rendez-vous de télévision majeure sur Africable Télévision et sur l'ORTM. Merci et bonsoir.